ça pose un gros souci, ces fameux DPE en F ou en G, et je doute que dans les délais prévus par l'État, on puisse éradiquer toutes ces passoires thermiques. Il y a des choses simples qui peuvent nous faire gagner quelques précieux kilowattheures pour très peu de dépenses. Alors après, vous avez la famille des diagnostiqueurs qui prennent 2 minutes ou 5 pour démonter une carcasse de chaudière pour voir la plaque, voir quel type de chaudière, est-ce qu'il y a un ventilateur, etc., l'année et tout. Et puis ceux qui ont été au prix, donc du coup, qui démontent pas, qui disent la chaudière elle est inconnue, donc si votre bâtiment il est 74, et la chaudière sera 74. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. À moins d'avoir vécu dans une grotte ces dernières années, tu as sûrement entendu parler du nouveau diagnostic de performance énergétique, DPE, et des contraintes qu'il fera peser sur la location de logements à haute déperdition énergétique, les fameuses passoires thermiques. Pour nous, investisseurs immobiliers, les nouvelles normes de performance énergétique représentent à la fois une menace et une opportunité. Une menace par la perte de revenus évidente qui pourrait découler d'une interdiction de louer si le logement n'est pas en conformité. Et une opportunité de par le volume de passoires thermiques qui risque d'être remise sur le marché à prix bradé par des propriétaires bailleurs moins informés que toi, fidèle auditeur de ce podcast, et qui voudront se débarrasser de leurs biens. Mais si le nouveau DPE aura très certainement un gros impact sur les investissements, peu d'investisseurs comprennent vraiment comment il est construit ou quels sont les moyens d'en anticiper ou optimiser le résultat. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Clerc sur le podcast cette semaine. Thermicien de formation, Pascal évolue dans le domaine du diagnostic depuis de nombreuses années. Il a sans doute été le premier opérateur à réaliser un DPE en 2006, c'est te dire qu'il a un regard particulièrement pertinent sur le sujet. Il forme aujourd'hui des diagnostiqueurs partout en France et renseigne aussi les investisseurs au travers d'un groupe Facebook qui s'appelle Tout sur le DPE, que je te recommande de suivre. Au cours de notre conversation, on verra comment les normes du DPE ont évolué sur les dernières années, comment elles pourraient évoluer à l'avenir, comment se passe une visite de diagnostic, comment est formé un diagnostiqueur et de quels outils il dispose, les aspects les plus importants dans le calcul du DPE et les moyens de savoir si un DPE a été bien réalisé et s'il est fiable, ce qu'il faut faire pour le faire modifier et le type de travaux à réaliser pour améliorer sa note et sortir du F ou du G. Bref, tu devrais sortir de cet épisode mieux armé pour faire face aux conversations avec ton diagnostiqueur. Et avant de commencer, je te rappelle que partager ce podcast avec ton entourage ou les réseaux sociaux, en me taguant au passage, t'abonner sur la plateforme d'écoute de ton choix ou laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify sont de très très bons moyens de donner de la force à ce projet et de le faire connaître au plus grand nombre. Et à ce titre, je remercie chaleureusement Justine, Jurin, LMAoff et Micheline pour vos commentaires 5 étoiles inspirants sur Apple Podcast cette semaine. Allez, sur ce, on part sur le terrain, dans les coulisses d'un diagnostic de performance énergétique avec Pascal. C'est parti. Salut Pascal, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Merci Paco, merci de m'accueillir dans une petite séance de podcast, avec grand plaisir. Merci à toi d'être là et ça me fait plaisir de parler d'un sujet qui est un petit peu surtout dans tous les esprits pour en tout cas les investisseurs IMO que nous sommes en ce moment, qui est le DPE, et les évolutions que ça va avoir et les impacts que ça va avoir sur au final le rendement de nos investissements. Donc c'est vraiment un thème vraiment actuel. Peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens peut-être qui connaissent pas encore? Je m'appelle Pascal Clerc, j'ai 53 ans, je fais du DPE depuis la création du DPE en France. Je pense que j'étais dans les tout premiers à faire des DPE, si ce n'est peut-être le premier, je ne sais pas encore, mais j'ai pas encore trouvé de DPE zéro qui soit plus ancien que celui que j'ai fait moi, qui date du 10 octobre 2006. Donc voilà, je suis thermicien de formation, j'ai un bac plus 3, je suis passé par le CNAM à Paris pour ma dernière année d'études en thermodynamique. Et donc, je fais du DPE à mon compte en indépendant depuis 2006. Je fais du diagnostic immobilier, donc bien sûr, le DPE plus tous les autres. Je suis également formateur en DPE pour certains organismes de formation. Je suis aussi examinateur sur site, donc je contrôle les confrères, notamment en DPE et puis en gaz et en amiante également. Puis, j'ai travaillé également pour Global Certification, qui est un organisme, il y en a 2 en France, qui certifie les sociétés qui nous forment. Donc voilà, je suis un petit peu à tous les niveaux et j'essaye de croiser mes différents regards pour essayer d'améliorer ce qu'on peut faire encore sur le DPE à notre niveau à nous de diagnostiqueur, parce que je me définis avant tout comme un diagnostiqueur. Les autres missions que je viens de citer de formateur et autres d'examinateur, c'est des missions annexes pour moi qui font moins de 20% sur l'année, quoi, on va dire, en termes de quantité de travail.
D'accord, d'accord. Ouais, donc tu baignes vraiment dedans depuis 2006, en tout cas dans le diagnostic. Peut-être pour aussi replacer un peu pour les gens qui nous écoutent et pour qui il peut y avoir peut-être une confusion quand on parle diagnostic dans l'immobilier. Il y en a plusieurs et là aujourd'hui on va parler du DPE, mais peut-être est-ce que tu peux nous énumérer peut-être les ensembles de diagnostics qui peut exister dans des transactions IMO de manière générale? Bien sûr. Alors c'est une très bonne entrée en matière parce que très souvent on nous appelle, encore ce matin, moi j'ai eu 2-3 appels, clients qui m'appellent pour un DPE. En fait, le DPE c'est un des diagnostics, il peut y en avoir jusqu'à 8 ou 9. Mais en fait, aussi bien dans le passé, il avait très peu d'intérêt, tout le monde c'était un petit peu le vilain petit canard des diagnostics, et autant maintenant il a pris le devant de la scène. Donc les gens appellent en demandant le prix ou un rendez-vous pour un DPE, alors qu'en fait ils veulent dire DDT, qui est le dossier de diagnostic technique, qui comprend alors différents éléments. Si je décide dans l'ordre d'apparition dans le temps, les 2 premiers c'était le mesurage selon la loi Carrez, et puis le repérage amiante. Donc mesurage Carrez en 96. Ensuite le repérage amiante, le premier qui était en 97, qui a évolué ensuite, qui a changé un petit peu de méthodologie, mais un peu comme tous les diagnostics. Aujourd'hui on est dans la 3e version du diagnostic amiante, on est dans la 3e version du DPE. Ensuite, il y a eu le plomb. Alors, le plomb, c'est le plomb dans les peintures. On appelle ça le CREP, le constat de risque d'exposition au plomb. Dans le passé, il avait un autre nom. Il s'appelait ERAP, état de risque d'accessibilité au plomb. Ça, c'est uniquement sur les appartements, donc uniquement en logement et uniquement sur les biens qui sont d'avant le 49. Après, il y a eu dans l'ordre diagnostic gaz en 2007, qui concerne que les appartements, toujours les logements, appartements maisons de plus de 15 ans. Ou l'installation en tout cas électrique a plus de 15 ans. On peut avoir un bâtiment ancien avec une installation qui est récente, donc celui-là on n'a pas à le contrôler, mais voilà, si l'installation a plus de 15 ans, on fait un contrôle électrique, gaz. Ensuite, 2 ans après, en 2009, contrôle électrique. Et puis j'ai oublié encore ceux que je pratique pas moi, qui sont le diagnostic assainissement non collectif, qui sont en général plus dans l'escarcelle des communes. Au début, ça devait être nous qui devions le faire. Moi, je m'étais formé pour ça, et puis quelques jours avant la fin, on nous a dit non, finalement, ce sera pas vous, ce sera les communes qui vont faire ces missions. Dans le cas toujours réglementaire des ventes et des locations, il y a l'état termite, qui concerne des endroits où il y a des arrêtés préfectoraux qui obligent à ce diagnostic-là. C'est pas partout en France. Les termites sont des insectes souterrains qui aiment bien chaleur, humidité. Donc elles sont dans certaines villes, certains départements ou certaines parties de départements. Mais voilà, nous en Savoie, en gros, le sol est encore trop froid, les hivers encore trop rudes, même si cet hiver on en est loin. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore oublié? État des risques à pollution, qui lui est quasiment dans tous les départements de France, puisqu'il est associé soit à des risques effectivement présents, soit à des expositions radon, soit à des expositions au risque sismique. Et puis un tout petit dernier qui est l'état des nuisances sonores aériennes, que je connais moi parce qu'on est près d'un aéroport à Aix-les-Bains, il y a l'aéroport du Bourget-du-Lac, et ça concerne en général les communes qui sont dans l'environnement proche de ces aéroports, pour avertir s'il y a des nuisances sonores du fait des départs et des atterrissages. Et ces 2 diagnostics que j'ai cités en dernier, l'ERP en abrégé, état des risques à pollution, et ENSA, état des nuisances sonores aériennes, c'est les 2 qui ont subi une petite nouveauté il y a quelques jours, puisque depuis 2 jours, ils sont obligatoires avant même, enfin voilà, dans l'annonce, on doit donner certaines informations relatives à ces deux diagnostics, comme le DPE, alors que tous les autres que j'ai cités, le plomb, l'amiante, l'électricité, on doit donner l'information si le client la demande, ou bien au moment où on signe le bail, mais il n'y a pas à l'annoncer directement, enfin à l'afficher sur l'annonce. Ce qui est le cas du DPE, donc, et puis de l'ERP. Voilà un petit peu un tour, et tout ça, donc ça forme ce qu'on appelle le DDT. Alors quand je dis ça forme, il n'y a pas de forme physique imposée, c'est-à-dire que c'est soit quand on passe commande à un diagnostiqueur, soit il nous envoie un seul fichier, il y a tout dedans, soit comme moi où j'envoie autant de fichiers qu'il y a de thèmes. Donc il y a un rapport de X pages pour l'amiante, un de X pages pour l'électricité, etc. Il n'y a pas de forme, mais voilà, l'ensemble s'appelle DDT. Donc à ne pas confondre avec le DPE qui est la grosse partie et qui intéresse effectivement davantage les investisseurs par rapport aux conséquences qu'il peut y avoir en termes de location ou de revente. Oui, ça va, parce que c'est ça qui fait un peu peur en ce moment aux investisseurs, c'est le fait ça bouge pas mal là-dessus en termes de restrictions. Enfin, c'est un environnement un peu changeant, et c'est pour ça on peut que se prononcer par rapport aux annonces qui ont été faites et aux lois qui ont été passées, mais je pense qu'on est aussi en attente d'autres législations qui vont arriver dans les prochaines années. Mais est-ce que d'un point de vue, parce que toi tu suis ça depuis 2006, du coup tu disais que on était à la 3e édition de DPE aujourd'hui.
comment est-ce que tu vois que les choses ont évolué sur ces dernières années et qu'est-ce qu'il faut attendre en termes justement d'exigences réglementaires sur le DPE? Alors, moi je dirais qu'elles ont évolué dans le bon sens. Après, actuellement, il y a pas mal de couacs, mais j'ai des doutes sur l'origine vraiment de tous ces couacs. Je pense qu'il y a une majorité de l'origine qui est due quand même aux habitudes de travail du monde du diagnostic, plus que dans les algorithmes eux-mêmes. En gros, il y avait une première méthode en 2006 où il y avait une méthode dite sur facture pour certains appartements, certains logements, et une autre dite sur calcul pour certains autres. On a gardé cette duplicité de méthodes en 2012. Ils ont par contre beaucoup augmenté la complexité des algorithmes en 2012. Et puis, ils l'ont un petit peu amélioré là en 2021. Je dirais qu'à chaque fois, autant au premier changement en 2012, le législateur a vraiment augmenté le nombre de variables. Je ne sais pas à combien on est passé, mais on était environ à 60 variables à rentrer. Et quand je dis variable, c'est par exemple l'épaisseur de vitrage est une variable. Mais si si on a 10 vitrages, il y aura 10 fois rentrer l'épaisseur du verre si c'est des verres différents. Donc ça a vite augmenté, on va dire en volume en 2012. Et là, sur la dernière évolution, c'est plus je dirais, des changements à la marge. Même si à chaque fois le nombre de pages de l'arrêté, pour citer ça, ne fait qu'augmenter, il n'empêche qu'il y a eu des changements dans certains petits domaines, mais globalement, ils ont essayé d'affiner. Alors, ce qui est bizarre, c'est que depuis le nouveau DPE, on se rend compte avec effarement que les petites surfaces sont pénalisées par l'eau chaude sanitaire. À savoir que dans le nouveau DPE, il y a tout un tas de graphiques qui n'apparaissaient pas avant, qui vous disent, voilà, sur votre étiquette, vous avez une étiquette à 250, je dis un chiffre au hasard, vous avez 75% qui est dû au chauffage, 20 qui est dû à l'eau chaude sanitaire, et puis les 5% restants qui se partagent entre les auxiliaires et puis l'éclairage. Mais en fait, on voit maintenant sortir la partie eau chaude sanitaire. Et dans une petite surface, comme en fait, qu'on soit une personne à habiter un 11 mètres carrés ou un 18 ou 24 mètres carrés, le besoin d'eau chaude sera le même. Donc c'est clair que quand on est des petites surfaces, et ce qu'il y a beaucoup en région parisienne par exemple, eh bien l'eau chaude devient vite très pénalisante parce que on peut doubler la part d'eau chaude sanitaire, passer de 25 à 50% parce qu'on est sur une petite surface et que du coup le besoin d'eau chaude il est ramené au mètre carré habitable. Et au début de cet état de fait, le monde du diag était les premiers à se rendre compte de ça. Alors à se rendre compte parce que les notes étaient un peu élevées et puis que quand on regardait, on voyait que la grosse part était due à l'eau chaude dans les petites surfaces. Donc tout le monde criait au loup et moi au tout début je me suis amusé un jour à regarder et j'ai dit tiens je vais voir l'écart de pourcentage histoire de râler un peu et de faire remonter l'information plus haut. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'écart en fait entre l'ancienne méthode. Si je prenais des cas au hasard, des petites surfaces, des grandes, des appartements, des maisons, je faisais les deux méthodes et je me rendais compte qu'il y avait que quelques pourcentages d'écart, des fois en plus, des fois en moins, et donc ça justifiait pas du tout. C'était pas dû à la nouvelle méthode, c'était dû au fait que maintenant on se rendait compte, même nous. Alors qu'avant on se rendait beaucoup moins compte. Certains logiciels nous donnaient la possibilité de voir que l'eau chaude représentait X ou Y%, mais pas tous. Voilà, donc pour ce qui est des évolutions, malheureusement, c'est clair que je répondais encore ce matin sur mon groupe Facebook là sur le DPE pour dire que il y avait une part des DPE qui étaient, on va dire, surévalués du fait de mauvaises pratiques et d'autre part qui étaient dues à des mauvais coefficients. C'est-à-dire que la méthode a beau avoir été améliorée, il y a encore des coefficients qui seraient peut-être à revoir. J'avais eu au tout début en 2006 et j'avais eu des documents entre les mains sur le fait qu'ils avaient testé la méthode, c'est-à-dire qu'ils avaient inventé une méthode. C'était le cabinet Tribu Énergie qui était un cabinet qui bosse en thermique, qui avait imaginé les formules de calcul pour calculer les DPE initiaux. Ils l'avaient ensuite comparé avec la réalité sur environ 200 biens. Et voilà, donc ils avaient des comparatifs entre ce que donnait la méthode et ce que donnait la réalité. Et là, sur la dernière méthode, j'ai pas eu écho qu'il y ait eu cette phase-là de comparaison avec X centaines de logements pour voir si on était dans le juste ou pas. Parce que tu dis que finalement en termes d'évolution, justement depuis 2012, il n'y a pas eu énormément de variations dans le mode de calcul qui est fait. En revanche, c'est la conséquence qui a changé, parce que pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que finalement l'obligation elle est tombée finalement à horizon 2025-26 de pas pouvoir louer en fait au-delà d'une certaine note. Donc tu dirais que c'est plus ça qui a changé sur les derniers mois, dernières années, plutôt que la méthode réellement de la réalisation d'un rapport DPE, c'est ça? Alors, en fait, en 2006, la méthode initiale s'appelle méthode de calcul 3CL. Quand on fait des calculs, ça s'appelle 3CL, ça veut dire calcul des consommations conventionnelles en logement.
Cette méthode-là, elle a beaucoup changé en 2012, mais les bâtiments, les logements qui étaient déjà faits en méthode sur facture, eux, ils n'ont pas changé. On prenait les factures réelles du client, on divisait par les mètres carrés et on avait un ratio. Et cette méthode-là, elle a été supprimée en 2021. Donc maintenant, en logement, on est uniquement sur calcul. Et le gros des écarts, je pense, se fait sur quand même ceux qui étaient précédemment faits sur une méthode sur facture et qui maintenant basculent en surcalcul. Donc on passe d'une méthode sur facture, c'est la réalité, c'est-à-dire que si une personne elle est toute seule dans 65 mètres carrés, elle aura les consommations d'une personne en eau chaude sanitaire par exemple. Peut-être qu'elle chauffera pas toutes les pièces, peut-être qu'elle les surchauffe ou qu'elle les sous-chauffe. Est-ce que l'État a voulu supprimer? C'est justement de fait de comparer pour un client lambda deux DPE sur facture par exemple, avec d'un côté une personne âgée qui va surchauffer et puis qui est toute seule dans 80 mètres carrés, et à côté un appartement qui est peut-être en F3, petite surface, 60 mètres carrés, avec 3 personnes dedans, et puis qui chauffe peut-être moins bien. Donc voilà. Donc là, l'idée de la méthode, de supprimer la méthode sur facture, c'est de dire je compare deux biens avec la même méthode de calcul. Même si celle-ci quelque part elle est un peu erronée, l'intérêt c'est pas de dire voilà celui-là il consomme tant alors que c'est pas vrai ou c'est vrai, mais c'est de comparer deux biens entre eux, de dire en tant qu'investisseur lequel je prends, lequel est sur le papier le plus économe, sachant que même s'il y a une erreur, l'erreur elle est la même dans les deux côtés, s'il a été fait de la même façon. Donc normalement, mon choix, si je vais vers le plus économe, ce sera toujours le plus économe que je vais choisir, dans la réalité, même si c'est pas les mêmes montants d'euros ou de kilowattheure. Je me rends compte que j'ai pas répondu à la dernière partie de ta question précédente sur l'avenir. En gros, donc il y a eu 2006 en DPE en législation, il y a eu 2012, 2021. Grosso modo, on suit la réglementation thermique. Donc il y a eu une réglementation thermique en 2012 pour les biens neufs, donc on en a une aussi de notre côté. Là, il y a eu la RE 2020. Objectivement, je connais pas les futures réglementations environnementales, si elles seront prévues pour 2025-2030, mais en gros, voilà, c'est le fait de ces réglementations-là qui changent. Nous, derrière, on arrive en général ou la même année ou un an après, mais pour moi, les futurs changements, ils sont pas à attendre avant 5 ans, quoi. Tu penses, toi, que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à la réglementation européenne 2026, tu crois que c'est le prochain jalon ou? Alors peut-être, mais ce qui risque d'arriver aussi, c'est que si jamais il y a une trop grosse levée de bouclier par rapport à 2025 où il y aura une partie de tous les F et les G qui seront plus louables, est-ce que les investisseurs vont arriver à suivre au niveau des travaux d'amélioration ou pas? Il y aura peut-être un moment donné où les gens vont carrément aller dans les rues parce que nous on se rend bien compte, même si on n'en est pas tributaire, mais ça pose un gros souci, ces fameux DPE en F ou en G. Et je doute que dans les délais prévus par l'État, on puisse éradiquer toutes ces passoires thermiques. Je doute très fortement. Non, je comprends bien. Et du coup, c'est vrai que c'est là que ça met plus de pression sur la façon dont est réalisé le DPE plutôt que finalement la facture qui est assez simple. Et ça met plus de pression sur comment réaliser, ou plus en tout cas d'attention, et sur comment est réalisé le DPE en lui-même et sur le travail du diagnostiqueur. Alors justement, je voulais que tu nous ramènes un peu à l'envers du décor en fait pour essayer de comprendre en fait comment ça se passe une visite de diagnostic, quels sont les outils dont dispose de diagnostiqueur pour faire réaliser ce fameux rapport et puis peut-être même pour démarrer en fait de qui il dépend. On parle notamment de l'ADEME. Est-ce que est-ce qu'il y a les comités de régulation imposent des mesures strictes dans son travail? Comment ça se passe au quotidien? Pour entrer en fait dans le métier de diagnostiqueur DPE, aujourd'hui, il faut certains prérequis en termes d'expérience ou de scolarité, sachant que ces prérequis peuvent être remplacés par une formation. Donc il y a des formations qui vous donnent on va dire un niveau de prérequis équivalent. Donc c'était à la base, il y avait à la base que des prérequis scolaires et d'expérience on est venu rajouter par-dessus donc des formations qui permettent d'éviter ça. Donc en gros aujourd'hui, quasiment n'importe qui peut se payer une formation s'il n'a pas d'expérience et arriver à avoir les prérequis nécessaires pour ensuite suivre une formation. Les formations actuellement imposées par l'État sont très courtes. Elles sont de 3 jours pour faire du DPE qu'on appelle sans mention, c'est-à-dire appartement, maison. En résumé, je ne vais pas aller dans le détail. Et puis avec mention si on doit faire un immeuble ou bien des gros bâtiments tertiaires. Donc 3 jours, 5 jours, c'est relativement peu. Moi, en tant que formateur, je peux vous dire c'est hyper serré pour arriver à faire rentrer dans la tête des fois de néophytes en immobilier la thermique plus les composants, comment peuvent être faits des murs, comment on appelle telle ou telle fenêtre, etc. Comment connaître des modes de VMC. Derrière, on se fait certifier. Donc là, on a des épreuves théoriques, des épreuves pratiques. La certification aujourd'hui, elle est faite pour 5 ans.
Pendant ces 5 ans, on a des contrôles documentaires, on a aussi des contrôles sur site, c'est-à-dire que quelqu'un vient avec nous pour vérifier comment on travaille. Jusqu'à présent, on retournait sur un bien déjà audité. Depuis 2021, c'est l'inverse, c'est qu'on va avec la personne qu'on audite pour la première fois où lui rencontre le bien et on voit comment il fait. Donc ça, c'est on va dire les grandes lignes. Maintenant, comment se passe, on va dire la mission terrain. Alors, l'élément essentiel, c'est la surface, parce qu'on ramène toutes les consommations qu'on va calculer en faisant nos relevés à la surface habitable. Donc, la bonne question, c'est est-ce que le client a une surface habitable? Est-ce qu'elle est fiable? Donc, normalement, aujourd'hui, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Par exemple, quand je propose des DPE, j'explique ça au client. Est-ce qu'il a une attestation de surface ou bien des plans avec des surfaces? S'il les a, à ce moment-là, je vérifie la cohérence. Donc, je vais prendre par exemple 2 pièces, une grande et une compliquée, et de vérifier si les surfaces sont justes. Si elles sont justes, je facture rien, j'estime que le restant du plan est juste. Et puis, si jamais c'est pas le cas ou s'il n'a pas d'attestation de surface, même si c'est une maison, eh bien, je mesure la maison et je facture la prestation parce que on doit avoir aujourd'hui, le DPE est opposable aussi bien à nous, il l'a toujours été vis-à-vis du diagnostiqueur, auprès du propriétaire. Donc, ce serait malvenu entre guillemets, mal faire son job, d'estimer un peu trop vite une surface, que ensuite le propriétaire soit mis en cause à cause d'une façon de relever cette surface qui serait pas adaptée, sachant qu'avant 2021, par exemple, on nous disait les surfaces sont estimées. Donc on ne parle pas de mesurer, on parlait d'estimer. Aujourd'hui, on ne parle plus, ils ont enlevé les mots. N'empêche que comme ce qui reste, c'est que le DPE est opposable, eh bien, en gros, on doit mesurer pour pas être répréhensible là-dessus. Donc ça, c'est l'élément de base. Après, ben voilà, c'est imposé que ce soit ramené à la surface habitable. Il y a des très bonnes remarques sur les différents groupes Facebook qui existent qui parlent du DPE, en disant pourquoi on ramène pas ça au volume chauffé, ce qui serait une bonne remarque, parce que quand on est par exemple dans typiquement les chambres de bonne à Paris, on chauffe un volume, sauf que tout ce volume, sur 30 mètres carrés au sol, il n'y en a peut-être que 20 d'habitables, et du coup on chauffe un volume donc qui est supérieur à ce qui serait si l'appartement était 2,50 m sous plafond, tout droit. Et en fait, ça dégrade la note, parce qu'on ramène pas ça à la surface totale ou à la surface totale au sol, ou bien au volume habitable. Donc ensuite, le principe, c'est de déterminer l'enveloppe. Donc l'enveloppe, c'est sol, mur, plafond, menuiserie. Et en fait, on va caractériser ces produits, c'est-à-dire qu'on va donner leur surface à chacun d'entre eux. Chaque type de mur, on rentre largeur, longueur. On rentre largeur, longueur également des fenêtres, dont on vient enlever la surface des fenêtres donc à celle des murs pour qu'on ait vraiment la surface nette de mur et puis la surface de fenêtre. Par exemple, sur une fenêtre, on a 15 critères. Mine de rien, alors quand toutes les fenêtres sont identiques, qu'il y a juste l'orientation qui change, ça va encore, mais quand vous avez des rénovations successives dans des maisons, par exemple, avec un coup du bois, un coup du PVC, un coup du 14 mm, un coup du 16, un coup avec argon, sans argon, avec filtre infrarouge, avec des volets, comme j'ai eu le cas hier, volets alu d'un côté, volets battants de l'autre en bois. Les volets, on nous demande est-ce que c'est plus ou moins de 2 cm, après des volets pliants par ailleurs. Voilà, les fenêtres, ça peut vite devenir assez chronophage dans les biens quand les rénovations ont lieu au fur et à mesure des années. Donc voilà, sol, mur, plafond. Après, bien évidemment, indiquer comment le mur est isolé. Et c'est là en gros où on peut avoir des gros écarts entre deux diagnostiqueurs DPE et du coup entre les résultats. Parce qu'on a plusieurs méthodes de détermination de l'isolation. À la base, on nous dit, dans les algorithmes, il y a un schéma, on nous dit, voilà, méthode numéro 1, ce qui se fait très très rarement, c'est, je connais le U de mon mur, parce que j'ai un document qui me le précise, j'en ai vérifié la cohérence, je force la valeur, je mets cette valeur-là. Ça, on l'a dans des biens assez récents, où on a encore des valeurs de U qui apparaissent. Donc le U, c'est le coefficient de déperdition thermique surfacique du mur. Donc soit je le rentre, soit je sais qu'il est isolé, j'arrive à mesurer l'épaisseur à travers un trou existant ou bien un démontage d'une cheville ou d'une prise ou je sais pas quoi. Là, c'est l'idéal. On n'aura que la conductivité thermique, donc le pouvoir isolant de l'isolant lui-même qui sera avec une valeur par défaut, à moins que le client ait une facture et qu'il ait le lambda. Par exemple, sur la laine de verre, quand on achète de la laine de verre, assez classiquement aujourd'hui, c'est de la GR32. 32, ça veut dire c'est le coefficient de conductivité qui est de 0,032. Alors que celui, par exemple, de Zalgo, par défaut, il est de 0,040. Mine de rien, 8 sur 40, ça fait un cinquième, quoi. Donc ça veut dire que si tu as une ligne de laine de verre de 32, en fait, t'es pénalisé parce qu'il faut de la 40 selon l'algorithme, ça?
Alors c'est l'inverse. En fait, plus le chiffre est bas, et moins on perd de chaleur. Si j'ai pas d'information, je mesure 10 centimètres, je mets 10 centimètres. L'algo va prendre une GR 40, un lambda de 40, alors que si j'ai une facture qui montre que c'est de la GR 32, je force la valeur du lambda, et du coup, je gagne 20% sur mes murs. Autre solution, je ne sais pas s'il y a une isolation. Alors là, c'est presque le pire, parce que si on dit inconnu, enfin non, le pire c'est pas l'isolation du tout, mais dans un mur qui est isolé et je peux pas accéder à l'épaisseur, j'ai aucun moyen de le faire et je sais pas quand ça a eu lieu parce qu'il n'y a pas d'historique, le bien s'est vendu X fois. Et ben par défaut, c'est l'année de construction du bien. Donc là encore, la vieille bâtisse, c'était pénalisé, quoi. Ah ben voilà, si c'est un bâtiment d'avant 48, en gros, si je dis qu'il y a une isolation qui est inconnue, je dis est-ce qu'il y a une isolation? Oui. Quelle est cette isolation? Je ne la connais pas. Là, il va considérer, alors là, il est gentil, il nous met le coefficient qui correspond à ce qui se faisait entre 48 et 74. Donc en gros, on divise à peu près par 2 les pertes par rapport à rien du tout. Par contre, si on met un bien d'avant 48 et on dit isolation, et on répond pas oui, mais on dit inconnu, c'est-à-dire je ne sais pas s'il y en a une, ce qui est assez rare parce que normalement, n'importe qui fait un peu de bâtiment, d'immobilier, est censé, voilà, il tape contre un mur, il sait s'il y a quelque chose derrière est-ce qu'on est directement sur de la pierre ou la structure du bâtiment, ou est-ce qu'il y a un doublage quelconque. Soit il y a une isolation, si on met qu'on ne sait pas, et ben là, il va prendre ce qui se faisait avant 48, donc rien du tout. Et puis, ce qui a été introduit là, en correctif, par exemple, en octobre de l'an dernier, parce que les gens râlaient après la mise en œuvre les premiers mois de mise en œuvre de l'actuelle méthode, l'État a rajouté la notion de doublage, où là, on gagne environ 30-35% d'économie d'énergie. Si on dit, je ne sais pas s'il y a une isolation, mais en tout cas, il y a un doublage. Je vois quelque chose, il y a un lambris qui est contre le mur initial, ou bien je sais qu'il y a une lame d'air. Éventuellement, je peux la mesurer si elle fait plus ou moins de 15 mm. Et là, on vient améliorer un petit peu le coefficient du mur. Avant d'en arriver justement peut-être au point d'interprétation différente ou de contestation, tu parlais tout à l'heure en fait, donc dans la visite classique en fait, de deux choses en fait, et je voulais savoir si à quel point elles étaient prises en compte. C'est d'un côté la nature la nature du matériau. Donc voilà, tu parlais de PVC contre bois, du type de matériau auquel tu fais face, et ça peut être une indication. Et l'autre chose qui pour moi est plus juste, mais peut-être qui n'est pas mesurée systématiquement, c'est justement la mesure de déperdition de chaleur avec des moyens, des instruments de mesure, si tu veux. À quel point en fait le diagnostiqueur, quand il voit juste un matériau, il dit voilà, c'est une fenêtre simple vitrage, ou ça c'est du bois, donc ça veut dire que ça. Est-ce que ça veut dire qu'il va pas plus loin pour mesurer réellement la déperdition de chaleur parce que la nature du matériau lui donne déjà cette information, ou est-ce que comment ça c'est fait? Alors, il existe une gamme d'outils qui est très très peu utilisée en DPE, qui s'appelle je sais pas, d'ailleurs je sais même pas quel nom ça porte, parce que c'est des mesures qui nous permettent de déterminer en fait la déperdition d'un mur. Sauf que cette mesure, pour en avoir fait moi sans appareil, mais avec plusieurs appareils pour arriver au même résultat, c'est très très sensible. Et en fait, on va dire, le principe c'est de mesurer un écart de température d'un mur à l'intérieur, à l'extérieur, de calculer le flux thermique qui passe entre les deux et d'avoir un coefficient. Le problème c'est que mesurer une température de surface d'un mur, c'est pas évident. Ce qu'on voit sur une thermographie infrarouge, une caméra, c'est très très discutable et c'est jamais vraiment la vraie température. Sur ces appareils-là, qui mesurent celle d'un mur, c'est en général des sondes de contact qu'on colle avec une espèce de pâte à fixe sur le mur. Il n'empêche que pour quelques dixièmes de degrés d'écart mesuré, si on n'est pas au bon endroit ou si on est, je dis n'importe quoi, on est sur un mur en brique et puis qui est pas isolé, on peut calculer le coefficient, et selon si on se met sur une alvéole d'air derrière ou bien juste sur une jonction brique-brique, on n'aura pas la même température à 0,10 près, et ça va vite influencer notre résultat. Donc en gros, ça se fait pas. C'est évoqué dans un guide qui s'appelle le guide CEREMA, qui nous aide un petit peu pour certaines choses dans le DPE, et puis qui des fois nous enfonce quand c'est pas les bonnes interprétations. Ça, c'est mon point de vue personnel, mais voilà, en gros, ça se pratique pas. Donc ce qu'on fait nous, c'est on détermine ce qu'il y a sur place. Par exemple, pour les vitrages, effectivement, c'est PVC ou bois ou alu, avec ou sans rupteur. Donc là, le petit détail, il est de savoir comment est-ce qu'on reconnaît un rupteur de pont thermique ou pas. Et c'est des questions qui, pour le client en bas, se dit, chaque diagnostiqueur est censé savoir comment il fait son job, mais c'est pas forcément le cas.
Par exemple, comment on reconnaît un rupture de courant thermique? Les gens sortent de formation et pourtant, ils n'ont pas vu ça. Parce que 3 jours, 5 jours, c'est très très court, quoi. Par contre, on a toujours la solution, c'est quand le client a des factures dont on peut vérifier la cohérence, c'est-à-dire que la vérification de cohérence, une partie, elle est dictée par les textes. Elle nous dit, par exemple, si vous avez une facture, elle doit être à l'adresse du bien. C'est-à-dire que c'est pas monsieur un tel qui habite à Cergy puis qui a acheté un appartement à Paris qui doit avoir une facture de fenêtre marquée à Cergy. Voilà, si c'est ça, on peut pas la prendre en compte. Ou alors il a le bon de livraison qui marque qu'il a été facturé à Cergy mais livré à Paris. Mais voilà, en gros, il faut qu'il y ait une cohérence entre les documents et ce qu'on voit. Donc, on peut arriver à forcer, par exemple, les valeurs des coefficients des fenêtres quand elles sont marquées sur les factures, ce qui est souvent le cas, notamment chez les bons fournisseurs. Ou alors, il peut y avoir aussi des fois à force de chercher les indices, moi j'en découvre encore pas régulièrement, mais assez souvent. Une fois, je faisais une formation terrain avec des confrères là que je formais et je suis tombé sur une fenêtre où, en ouvrant le dormoir de la fenêtre, on se rendait compte qu'il y avait une plaque en aluminium signalétique sur le côté, sur l'épaisseur de la fenêtre, tout en haut, une plaque en alu qui notait telle référence, tel coefficient, etc. Chose que je n'avais jamais vue avant. Ou alors une autre fois, récemment aussi, un autre groupe que je formais en DPE, je leur expliquais qu'il fallait chercher des indices. Et en fait, en ouvrant une fenêtre, je me rends compte que sur les parties métalliques de la fenêtre PVC, donc ce qui sert à fermer la fenêtre, il y avait une datation. En fait, les pièces métalliques étaient datées. Il y avait l'année de construction dessus. On dit, voilà, ça, là, vous savez pas de quand est la fenêtre. Enfin, la fenêtre, on nous dit est-ce qu'il y a de l'argon, pas de l'argon. Ça, c'est un rare élément qu'on peut quasiment pas voir sur place, sauf dans des cas exceptionnels. Et par contre, par défaut, on nous dit avant 2006, il y a pas d'argon, et après 2006, il y en a. Là, ça permettait de dater avec la fenêtre pour savoir s'il y avait ou pas de l'argon. D'accord, donc finalement, vraiment, c'est un travail d'analyse de détective sur la qualité du matériau et des équipements, principalement. Il y a assez peu de mesures, vraiment, en fait. Alors, les mesures, c'est essentiellement de la surface. C'est tout ce qui est surface. Donc, largeur, hauteur de chaque mur, pareil pour les fenêtres. Et là, par exemple, il y a un guide. L'État va nous obliger à suivre une journée de formation en plus, là, durant apparemment le premier trimestre ou semestre, en donnant tout un tas de détails sur des choses qui sont pour l'instant pas détaillées. Par exemple, avant, on nous disait, dans l'ancienne méthode, on nous disait les mesures des fenêtres sont prises dormant inclus. C'est-à-dire on est à l'intérieur, on mesure l'intérieur de la fenêtre, on prend le bord et on mesure tout ça. Maintenant, c'est plus dit. Alors, est-ce qu'on prend dehors, dedans? Alors, ça joue pas sur grand-chose, mais quand on fait 10% d'une fenêtre qui a un coefficient global, on va dire, de 1,4 et qu'on a un mur isolé qui, lui, a un coefficient de 0,32, 10%, ça peut vite faire pencher de la balance, notamment si le résultat il est en limite de classe. Alors quand on est en milieu de classe, il n'y a pas d'incidence, on va perdre ou gagner quelques kilowattheures, mais quelques kilowattheures quand on est à 1 de la limite, on bascule en F, en G ou en D ou en E. Donc ça c'est l'enveloppe. Il y a certaines choses qu'on peut pas toujours déterminer, alors c'est assez rare, mais je parlais de l'argon. Le deuxième point, très souvent, c'est l'isolation qu'il peut y avoir dans la dalle. Si j'ai le cas récemment là une ferme rénovée en habitat, partie sur terre-plein, une partie sur cave voûtée, je sais pas si le client quand il a acheté, qui aujourd'hui est décédé, qui a donné ses enfants, qui a revendu derrière, je sais pas s'il y a une isolation dans le plancher, sous la chape par exemple. Donc quand c'est comme ça, là on met inconnu, ça a du sens, mais voilà, il y a que ces deux éléments là qui sont pas en général pas déterminables sur place. Tout le reste, on le détermine. Tout à l'heure, on parlait des outils. C'est clair que pour les vitrages, par exemple, on peut faire ça à l'œil. Certains le font à l'œil. La plupart ont commencé comme moi avec des vitromètres. Donc, c'est des espèces de plaques en plastique qu'on met sur le vitrage et qui nous déterminent l'épaisseur par des reflets, l'épaisseur de la lame d'air entre les deux vitrages, ce qui fait le pouvoir isolant principal du vitrage. Ou bien un vitromètre laser, comme j'ai maintenant, là, qui permet de déterminer à 1 millimètre près l'épaisseur et puis en même temps de voir s'il y a un filtre infrarouge, ce qui a une grosse incidence sur le coefficient de la fenêtre. Et après, on détermine les systèmes. Alors, les systèmes, c'est quoi? Ça va être toute la production de chauffage, les systèmes de ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, et puis la régulation qui est associée à tous ces systèmes, et est-ce qu'il y a ou pas de l'isolation sur les retours, sur les tuyauteries, etc. Et ça, c'est aussi un petit peu un problème pour nous, parce que dès qu'on est dans l'individuel, ça va très bien, on voit les appareils. Alors après, vous avez la famille des diagnostiqueurs qui prennent 2 minutes ou 5 pour démonter une carcasse de chaudière pour voir la plaque, voir quel type de chaudière, est-ce qu'il y a un ventilateur, etc., l'année et tout. Et puis ceux qui ont été au prix, donc du coup qui vont au temps
et qui passent le moins de temps possible sur place et qui démontent pas, qui disent la chaudière elle est inconnue, donc si votre bâtiment il est 74, et la chaudière sera 74 parce que il a pas cherché. Il y a rien qui l'oblige, il y a rien dans les textes actuellement qui l'oblige à faire ça. Le jour où ces gens-là iront en justice, ils comprendront que le juge s'intéressera à leur obligation de moyens. Est-ce qu'ils ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre leur objectif, c'est-à-dire faire leur job? S'ils n'ont pas démonté une plaque de chaudière et puis qu'ils ont passé à côté d'une info qui va coûter 20 ou 30% au client et que le client il va en justice, là je pense qu'après ils s'en rappelleront. Donc en gros les textes nous obligent pas à faire certaines choses. Par contre la jurisprudence et puis le bon sens nous obligent on va dire à faire ce qu'on doit faire, quoi. C'est quoi le minimum requis d'un diagnostiqueur en fait, et est-ce que l'ADEME c'était le bon organisme que j'ai cité tout à l'heure, ou c'est pas du tout un organisme qui... Oui, tout à fait. Alors le principe c'est que quand on fait nos relevés, alors on saisit ou pas sur place, il n'y a pas d'obligation de saisir sur place. Moi quand je peux je le fais parce que l'avantage c'est que je peux donner un résultat au client de suite, c'est-à-dire in situ, je dis voilà monsieur vous êtes classé à temps. Et puis quand on parle des recommandations qui sont obligatoires, le client peut avoir un intérêt, lui il a peut-être un projet déjà en tête de changer la chaudière ou de faire certaines choses, donc ça peut nous guider sur les travaux d'amélioration qu'on va proposer. Une fois qu'on a validé tout ça, qu'on est au bureau et que on veut éditer le DPE, il y a en fait une authentification par l'ADEME, c'est-à-dire que on a tous des identifiants, donc identifiant un mot de passe dans nos logiciels qui sont eux-mêmes sont validés par l'État, par le cabinet qui a inventé la méthode, qui travaille pour l'État aussi à ce sujet-là. Donc en fait, ça communique avec l'ADEME. L'ADEME vérifie si à l'instant T, on est bien toujours certifié pour faire ces DPE. Tout à l'heure, je parlais de mention, pas mention. Si je fais un bâtiment aujourd'hui, je fais un DPE de bâtiment, l'ADEME, au moment où je l'envoie, vérifie instantanément que j'ai le droit de faire ce bâtiment-là parce que j'ai la mention. Quelqu'un qui est suspendu en cours de certification parce qu'il a fait son contrôle documentaire puis il s'est avéré qu'il y avait trop d'erreurs et que son certificateur l'a suspendu en lui demandant des informations complémentaires, du coup, il peut plus faire de DPE. Donc en fait, le numéro ADEME permet d'authentifier un DPE. Après, il y a toujours des petits malins qui s'amusent à récupérer des numéros ADEME sur le Internet et puis à faire des faux DPE et à coller un numéro de DPE existant, un numéro qui authentifie un rapport. Je ne sais pas si après je crois que tu vas aborder la partie fiabilité, non, contrôle. On peut en parler là justement. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'un DPE est visiblement fake ou faillible en tout cas, ou à contrario qu'il est très fiable, quoi? Alors je dirais à la base, il doit y avoir le numéro ADEME. Alors après j'ai découvert il y a pas très longtemps qu'il y a certains confrères qui donnent quand même leur DPE sans numéro ADEME, mais avec on va dire une volonté, enfin une réalité derrière, c'est que le client n'a pas payé. Donc quand il n'a pas payé, il lui envoie un numéro, enfin un rapport quand même avec le classement et tout le détail, mais il n'y a pas de numéro ADEME et puis éventuellement en filigrane. Moi je le fais pas. Moi je communique oralement le résultat, le client me règle, ensuite il a son rapport et dans le rapport il y a toujours le numéro ADEME. Après il existe certains cas de figure où on a des difficultés ponctuellement d'enregistrement ADEME. Il y a des fois le serveur ADEME est en carafe, notamment assez souvent le vendredi après-midi. Je pense qu'il y en a pas mal de confrères, notamment les indépendants, qui font leur rapport, qui enregistrent le vendredi. Et du coup, des fois, le serveur plante et pendant un jour ou deux, on peut pas enregistrer. Moi, quand c'est comme ça, objectivement, mon client, il a oralement son classement. J'attends 2 jours pour pas lui faire un envoi puis un deuxième. Je lui envoie directement le rapport avec le numéro ADEME. Donc, premièrement, est-ce qu'il y a le numéro ADEME? Deuxièmement, on peut vérifier ce numéro. N'importe quel particulier peut aller sur l'observatoire du DPE. Vous tapez sur Google observatoire du DPE, vous tombez sur un site. À gauche, vous avez numéro ADEME, enfin numéro du DPE recherché. Vous rentrez votre numéro ADEME, qu'on trouve sur un rapport en haut à droite tout le temps, parce que le modèle est réglementaire, le modèle de rapport. Vous rentrez dedans et ça vous donne le résultat. Ça vous dit voilà, c'est tel appartement, tel étage qui appartient à monsieur un tel. Le DPE est à tel classement, il y a telle surface, donc vous voyez si c'est bien le bon DPE. Donc voilà comment vérifier si déjà si le rapport il est, on va dire, légalement valable. Après, il y a une autre question au-delà de la validité qui est la pertinence. Et là, je dirais alors déjà en première page, vous avez en haut la partie administrative. Si vous voyez, vous avez fait un appartement qui est le lot 6 au 2e étage de la copro Les Tilleuls à telle adresse, dans telle commune, avec telle référence cadastrale, soit vous avez tout ça. Vous avez par exemple l'appartement type F2, porte numéro 4,
lot 28, deuxième étage, Copro Les Tilleuls, 75 impasse Verlaine, à telle adresse, avec la référence cadastrale. Et là déjà, le confrère qui a mis tout ça, c'est que voilà, il y a rien à cacher, quoi. Il a eu toutes ces informations, où il les a cherchées, et il est là pour communiquer. Et puis il y a celui qui va marquer appartement, telle adresse. Et il y a ni numéro de lot, ni type d'appartement, ni repère de porte, ni étage. C'est-à-dire que cet appartement, il a fait un DPE d'un appartement à un endroit. Qu'est-ce qui vous dit si vous êtes un jour utilisateur de ce DPE parce que vous avez acheté et que vous devez le mettre en cause parce qu'il y a une erreur? Il faudra prouver que c'est bien le bon DPE. Là récemment, il y a eu le cas. Je ne sais pas comment ça s'est passé parce que le confrère qui a été mis en cause, il a pas du tout argumenté là-dessus, mais il a été mis en cause et il a perdu en justice parce que son DPE était entaché de plein d'erreurs, dont une erreur aussi de surface et d'adresse. Donc moi je me vois, enfin je sais pas, je serais mis en cause pour un DPE que j'ai fait d'une maison qui est à Chambéry, alors que la maison en fait j'ai marqué qu'elle était à Aix-les-Bains. Je dirais mais attendez monsieur, comment vous savez que c'est le DPE de cette maison à Chambéry si c'est marqué Aix-les-Bains? Bref. Donc déjà en première page, normalement il doit y avoir la photo en haut à gauche, pareil. Est-ce qu'on a pris la photo? Est-ce que le gars est bien allé sur place? Est-ce que celui qui a rédigé c'est bien la bonne personne? Parce que alors bon c'est facile, hein, je peux aussi visiter et puis envoyer. Normalement c'est celui qui rédige le DPE qui a fait la visite. Mais il y a plein de boîtes qui travaillent pas comme ça et qui travaillent avec des hommes sur place et puis des secrétaires qui rentrent les données, même si c'est interdit. Donc il doit y avoir normalement une photo en haut à gauche et puis toutes les informations administratives en haut à droite. Et après dans la partie annexe technique qui est tout à la fin où il y a en fait tout le détail de ce qu'on rentre, toutes les données d'entrée sont normalement dans cette annexe. Alors je dis normalement, elle l'était normalement jusqu'au 31/12. Il y a plein d'éditeurs de logiciels ou plein de diagnostiqueurs qui enlevaient des lignes ou qui maquillaient les lignes ou qui changeaient les lignes. Depuis 2 jours, normalement, on n'a plus de possibilité de maquiller les DPE. C'est-à-dire que les DPE, normalement, doivent sortir en PDF. Et encore, là, on pourra acheter la version Adobe complète et puis modifier le rapport. Donc, voilà. Ceux qui veulent modifier, il y en aura tout le temps, quoi. Et là, en l'espèce, quand tu parles de modification, ça voudrait dire quoi, en fait, dissimuler quoi de la part du diagnostiqueur? Le fait qu'il n'a pas été sur le terrain, qu'il n'a pas fait le boulot requis ou? Non, mais alors, des fois, il y a une volonté. Alors, des fois, il y a des choses, on nous demande des choses. Des informations notamment sur les années, par exemple, année et nature de construction d'un mur. On a un mur sur un bâtiment qui est ancien, qui a été rénové X fois. On ne sait pas si c'est un double mur, si c'est un mur en pierre, si c'est un mur en parpaing plein de 30 cm d'épaisseur. Mais on devra dire en quoi c'est. Ou alors on marque mur inconnu. Et des fois, les diagnostiqueurs veulent pas qu'on voie derrière qu'ils ont mis mur inconnu parce que ça fait celui qui sait pas. Moi, je réserve. Il y a des fois, je sais pas. Il y a des fois, j'ai des doutes entre est-ce que c'est un mur en béton, un mur en parpaing. Quand c'est un petit peu avant la guerre, enfin, avant 49, est-ce que c'est des parpaings pleins ou creux? C'est à l'époque où on a changé, donc je suis pas certain. Et le but, il y a quasiment pas d'écart en termes de thermique, mais j'aime pas mettre des choses fausses. Donc, je préférerais mettre inconnu à ce moment-là. Mais quelquefois, il y en a qui veulent pas que ce soit marqué inconnu. Donc, j'ai vu le cas récemment. Un confrère avait maquillé, il avait marqué mur sur extérieur. Donc ça définissait pas du tout le mur, ça définissait juste sur quoi il donnait. Voilà. Et ça, c'était un truc maquillé. Quelquefois, c'est maquillé parce que il a rentré une valeur qui est faussement bonne pour arriver à avoir un bon DPE, mais il veut pas que ça se voie. Donc, genre, il force une valeur, il met une valeur à 0,8 quand une fenêtre, elle est à 1,4. Et après, il remet par-dessus, il colle un truc marqué 1,4. Mais dans le logiciel, il y a 0,8, quoi. Pour information, quand on va sur le site de l'Observatoire du DPE, tout à l'heure, j'en faisais allusion. Quand vous mettez votre numéro ADEME, vous avez des données qui s'affichent. Et en haut à droite, vous avez téléchargé le fichier XML. C'est un fichier informatique, mais vous l'ouvrez avec un éditeur de texte tout bête, un Notepad ou même votre plus basique éditeur que vous avez qui lit les TXT. Et vous avez tout le contenu écrit en noir sur blanc de tout ce qui a été rentré dedans. Donc si un jour vous voulez vérifier le contenu d'un DPE, le vrai contenu, il est là-dedans. Donc, accessible à tous. Je revenais sur l'annexe, je voulais dire en fait, c'est que cette annexe-là, comme il y a toutes les données d'entrée, c'est là où on voit un petit peu la qualité des relevés. C'est-à-dire que il peut y avoir des relevés avec marqué inconnu par défaut. Par contre, si vous voyez que c'est plus de 40% des relevés qui sont par défaut ou inconnus, là vous pouvez vous dire que votre classement il est juste à 60%. Dans un court instant, Pascal nous explique les moyens de contester un mauvais diagnostic ou d'en vérifier la fiabilité et les bonnes et mauvaises idées pour améliorer la performance énergétique de son bien. À tout de suite.
Ouais, c'est clair. Et quels sont, quand on trouve ces choses-là où on sent que voilà le diagnostic n'a pas été fait, quels sont les recours auxquels on peut, enfin qu'on a à notre disposition? Est-ce qu'on peut déjà en faire multiplier les DPE ou est-ce qu'on peut faire changer, refaire visiter, refaire une visite avec le diagnostiqueur en question ou... Alors, je dirais que tout est possible. L'idéal aurait été bien sûr de faire le bon choix dès le début, de poser 2-3 questions au diagnostiqueur. Alors, je sais pas comme moi je suis dedans, je peux pas trop essayer de me projeter comme si j'étais un client lambda en me disant tiens, si je devais faire venir un confrère et que j'y connaisse rien, est-ce que je poserais des questions? Aujourd'hui, si vous consultez des artisans pour faire, je sais pas, une isolation extérieure ou du carrelage ou autre, vous allez vous renseigner, poser des questions, peut-être lui demander son assurance ou lui demander combien de temps il pense mettre, lui demander des références d'autres clients pour peut-être appeler puis aller voir à quoi ressemble leur travail ou autre. Choses qui se font pas en DPE parce que la mission est beaucoup plus rapide, beaucoup plus petite. Donc je pense qu'il y a un petit peu un manque de réflexion dans le choix d'un opérateur. On appelle ça les opérateurs les ODI en abrégé dans notre métier, c'est opérateur en diagnostic immobilier. Et les gens se posent pas trop de questions. Ils appellent, ils regardent sur les pages jaunes, ils en choisissent un. Assez souvent, ils vont aller au moins cher. Voilà. Tout comme en carrelage, c'est pas forcément le moins cher qui sera le meilleur, mais peut-être celui du milieu ou celui d'en haut, mais certainement pas le moins cher, enfin, en général. En diagnostic, c'est pareil, quoi. Celui qui vend à bas coût, voilà, celui qui vend un DPE à 80 euros, quand un autre va le vendre à 130, c'est clair que, il aura, trajet inclus, il aura beaucoup moins de temps à passer sur place, quoi. Moi, je dirais, j'ai construit ma grille tarifaire. On a un métier réglementé, mais les tarifs sont libres. Ma grille tarifaire, elle est construite sur la base de un studio fait en moyenne X mètres carrés. J'imagine qu'il faut passer environ tant de temps par expérience dessus. Genre, c'est une heure et quart. J'ai un prix de l'heure. Et une heure et quart fois mon prix de l'heure, plus mon trajet. Et ça, c'est mon prix de DPE moyen, quoi. D'autres raisonnent sur quel est le prix marché. Les gens ne sont pas prêts à mettre plus que 80 euros. Je vais mettre à 80 euros. Et puis derrière, je fais en sorte de faire le temps qu'il faut pour rentrer dans ce prix-là. Tu vois beaucoup de cas de recours, vraiment des gens qui contestent et qui arrivent à trouver arriver à leur fin, ou est-ce que finalement ça vaut pas le coup, mieux vaut prendre un autre diagnostiqueur plus fiable et puis avancer de l'avant, quoi. Alors je dirais, alors si on a fait le mauvais choix initial, ou en tout cas on a fait un choix initial et puis on n'est pas content du DPE qu'on a, l'idéal c'est d'en parler avec celui qui a fait le boulot, hein, de l'appeler parce que c'est peut-être juste une erreur ou bien il a pas fait attention ce jour-là, donc voilà, on va dire l'erreur reste humaine, donc l'idéal c'est de l'appeler puis de trouver, voilà, c'est vite fait de repasser sur place. On travaille tous dans un secteur géographique, moi je travaille à 15-20 km maximum. Là j'ai fait 2 DPE hier chez des clients qui m'ont dit qu'ils avaient des consommations qui étaient bien plus élevées que ce que donnait mon DPE. Donc déjà je leur ai fait raisonner sur le fait que c'était une base tarifaire 2001, janvier 2001. Aujourd'hui l'énergie elle a pris 45%. Moi, mon DPE, il me donnait une fourchette entre 1006 et 2100, un truc comme ça. Alors, en gros, je me rappelle, ça faisait 1700 euros de moyenne. Et ils avaient 2005. Je dis, écoutez, c'est 1700. Ça, c'est sans l'électroménager. Vous rajoutez l'électroménager, ça fait 400 euros. Vous arrivez à 2100. 2100, base tarifaire de janvier 2021. Vous rajoutez facile 30%. Mon DPE, il devrait vous donner, s'il était mis à jour au niveau des tarifs, vous donner des euros plus élevés que ce que vous avez réellement. Donc en gros, il est relativement fiable. Mais je leur ai dit que j'allais repasser parce que ils m'ont dit il y a une pièce, ils avaient froid et j'ai pas pu démonter toutes les prises de tous les murs, donc j'en ai démonté 3. À chaque fois, il y avait 10 centimètres. J'ai passé avec une caméra thermique pour vérifier si c'est bien isolé de partout, quoi. Donc voilà, là je rebascule sur des outils qui servent pas normalement en DPE, mais qui peuvent nous donner des indications. Ça m'est arrivé de voir une fois en utilisant cette caméra qu'il y avait un pan de toit où il manquait une bande de laine de verre. Le couvreur avait dû couvrir un jour où il s'est mis à pleuvoir. Il a refermé en disant je viendrai mettre mon rouleau de laine de verre quand il fera beau. Et puis il a oublié. Et la maison était occupée depuis des années et on voyait bien à la caméra, il y avait une bande qui était entièrement pas isolée. Ouais, non, mais tu veux dire qu'en gros, en discutant avec ton diagnostiqueur, tu peux quand même lui faire trouver un peu raison si jamais c'est justifié, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est de lui montrer, peut-être, voilà, ou alors, nous, on n'a pas pensé à lui dire en tant que particulier, j'ai oublié de vous dire, mais voilà, les fenêtres, j'ai retrouvé la facture. Lui est parti sur les valeurs par défaut. Et du coup, nous, on a des documents qui peuvent attester que, c'est pas 1,4, c'est 1,2. Voilà, il y a peut-être 15% à gratter ici. Notamment, toujours pareil, si on est en début de classe. Sur l'isolation, est-ce que, voilà, j'ai une trace alors des fois, certains documents sont acceptés. Par exemple, les photos de chantier sont acceptées si elles sont, si on peut en attester la véracité, c'est-à-dire que c'est pas
un gros plan sur une étiquette où je vois que l'étiquette, parce que ça, je vais chez Castorama, je prends l'étiquette en photo et puis je l'ai. Mais une photo du client où on voit bien lui ou sa femme ou son épouse ou la fenêtre du salon, parce qu'on voit l'arbre qu'il y a derrière, on reconnaît que c'est bien ce chantier-là et qu'il y a un rouleau puis qu'on voit dessus marqué GR32, et ben voilà, ça c'est une preuve. Enfin, c'est accepté comme preuve. Après, on prend toujours un petit risque à faire ça, mais voilà, on faut pas non plus chercher le mal partout. Mais moi, ça m'est arrivé, voilà, d'aller sur un chantier. Alors là, j'étais un peu mal parce que c'était une architecte et il y avait au moins 4 rouleaux différents dans le grenier, de la 16 mm, de la 20, de la 10, de la GR32, de la GR40, de la GR35. Enfin, c'était. Mais voilà, ça peut être un défaut de communication, ça peut être une erreur, ça peut être éventuellement un défaut de compétence parce que simplement, le gars savait pas différencier une bouche Igro, alors que le client sait bien qu'il a acheté un pack Igro à Leroy Merlin. Donc il lui montre et puis voilà, ou le carton et puis donc voilà. Après, si jamais il y a une volonté dure du confrère de pas vouloir entendre raison, ben on est censé avoir tous depuis des années un conciliateur. On ne sait jamais si c'est un médiateur ou voilà, un médiateur de la consommation. Donc ça doit apparaître sur les devis, sur les factures. Et si jamais le diagnostiqueur veut pas entendre raison, on est censé pouvoir appeler à ses frais. Hein, ça nous coûte. C'est-à-dire que si quelqu'un fait appel à ce médiateur, ce médiateur nous facture la prestation au professionnel sur le temps qu'il a passé pour arriver à trouver une entente et puis que la personne intervienne. Après, c'est clair que voilà, si vous passez plus d'une heure et demie à faire ça au niveau conciliateur, vous avez perdu votre temps, quoi. Autant appeler un autre confrère qui sera conciliant, qui fera son job, en espérant qu'il le fasse correctement du début à la fin. Mais on n'est pas dans des missions à des milliers d'euros. C'est des centaines d'euros pour le DPE. Voilà, ça va on va dire en gros que le DPE de 100 à 300 euros sur un bien classique. Donc on va pas aller chercher non plus à perdre trop de temps. Ouais, non, bien sûr, hein, mais carrément, le temps et de l'argent, quoi. Time is money, comme on dit. Et alors sur les aspects, alors une fois on a bien compris un petit peu le cadre et les interlocuteurs, les acteurs dans ce domaine-là, et les méthodes qui sont utilisées pour produire ce genre de choses. Maintenant, quand on est investisseur et qu'on va peut-être se lancer dans un chantier, ou alors qu'on a déjà un bien qu'on souhaite revendre, quelles sont les choses, peut-être en fonction des biens, qui sont les choses qui sont les plus faciles pour améliorer justement un DPE, améliorer sa note du DPE, typiquement de passer de G à D ou autre. Parce qu'il y a des recommandations, j'imagine, qui sont faites dans ces rapports, mais qui sont peut-être pas tous non plus pertinents. On parle souvent de changer les fenêtres ou alors la VMC ou autre. Quelles sont peut-être en termes de type de bien les actions qu'on peut mener qui sont le plus impactantes, moins coûteuses et les plus impactantes, quoi, si jamais il y en a. Alors l'idéal que tu évoques, il n'existe pas. Hein. Le truc qui serait facile, pas cher et qui fait gagner de l'aide, ça n'existe pas malheureusement. Ou alors je suis pas au courant, ça m'embête. En fait, il y a des choses simples qui peuvent nous faire gagner quelques kilowattheures, quelques précieux kilowattheures pour très peu de dépenses. Par exemple, passer une VMC classique ou autoréglable en VMC I-B, c'est quelques centaines d'euros et on peut gagner 10% sur du 8 à 12% sur une étiquette, ce qui est le meilleur rapport qualité-prix. Après, on peut avoir des choses comme, s'il y en a pas, avoir une programmation. Si on a un programmateur sur une chaudière qui en est dépourvu, on peut gagner 5-6% juste avec un petit truc. Je parlais de la ventile du programmateur, 5-6 plus 10, on est déjà à 15%. 15% sur une étiquette qui est à 400, ça va nous faire 60 points, 60 kWh. Donc voilà, des choses comme ça. Moi je dis, il y a des petits trucs qui permettent pas de gagner une classe, enfin pas de gagner une étiquette, enfin pas de gagner, on va dire 100 ou 200 kWh. Par contre, on peut très bien gagner une classe avec ça. Après, c'est clair que toucher à deux classes, changer de classe, ça passe forcément quasiment ou par le système ou le fait d'isoler un bien qui ne l'est pas du tout. Un bien qui a 35% de pertes par ses murs. Si on isole les murs, on divise par 5 les pertes par les murs. Voilà, s'il a 50%, 50% par les murs parce qu'il est en étage intermédiaire. Il est chauffé en dessus, chauffé en dessous. Par contre, il est en pignon, donc il a par exemple 3 façades sur l'extérieur. On isole par l'intérieur ou par l'extérieur. Si les murs représentent 50% de la déperdition à la base, si on divise par 5, on a gagné 40% du poste chauffage. Comme le poste chauffage, c'est en général 3/4 à peu près de l'étiquette globale, 40% de 75%, ça fait du 30%. Par contre, voilà, ça veut dire isoler, ça veut dire
On peut pas utiliser le logement à l'intérieur pendant qu'on fait les travaux, etc. Donc toutes les choses qui font gagner beaucoup, c'est soit l'isolation quand on ne l'est pas du tout, soit après le système, et notamment de passer, quand on peut le faire, de passer du système électrique direct à effet Joule avec des radiateurs, des grille-pains, des convecteurs ou autres, à du thermodynamique, donc avec des systèmes, ce qu'on appelle split system ou bien des packs selon comment on interprète la chose. Quand on est en chauffage électrique, on est pénalisé par un coefficient multiplicateur qui ne touche que le chauffage électrique, qui est de 2,3. Donc, je fais un diagnostic sur un bien qui est chauffé au gaz. Il est à 200. 200, on est en classe D. Le même en électrique, avec la même isolation, etc. Il va consommer le même nombre de kilowattheures, on va dire, ce que va payer le client au final, l'énergie finale. Par contre, en primaire, il sera à 200 fois 2,3, 460. 460, on est en classe G. Donc, en fait, en gros, aujourd'hui, les Français sont pénalisés parce que l'Europe a imposé aux États membres de mettre en place des dispositifs qui étaient basés en énergie primaire. Et chaque État membre décide de ses coefficients. Et en France, on a dit que c'était 2,3 pour l'élec depuis peu de temps. Avant, c'était même plus, c'était 2,58 jusqu'à l'été dernier. Et par contre, pour le gaz ou le fuel, on fait abstraction de l'énergie finale par rapport à l'énergie primaire. C'est ce qu'on puise dans la nature pour amener l'énergie finale dont on a besoin, ce qu'on paye. Dans le cas de l'électricité, on produit 2,3 en centrale nucléaire. Et à la fin, il y a qu'un qui arrive chez nous. Et on paye les 1. Et il y a 1,3 qui se sont perdus entre la production et puis le transport. Pour le gaz ou le fuel, on fait abstraction du forage, éventuellement de l'énergie qui a été nécessitée pour chercher la réserve, la poche de gaz ou de fuel, le pompage, la liquéfaction éventuellement, la purification et le transport. Tout ça, ça n'existe pas. Et on dit 1 égale 1. Donc en gros, il y a une volonté politique de pénaliser le chauffage électrique et d'avantager le gaz et le fuel, chose sur laquelle on reviendra peut-être dans les années à venir suite à ce qu'on a vu avec la guerre en Ukraine et puis la dépendance des énergies fossiles. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est clair que ces coefficients de 1, ils n'ont aucun sens. Alors qu'on pénalise, qu'on marche en énergie primaire, je veux bien, mais à ce moment-là, qu'on joue à armes égales et qu'il y ait des vrais coefficients mis sur le gaz et sur le fuel, et qui ferait alors tout le monde serait en D, et puis après, on revoit les lettres et puis on rebaisse tout ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a, un bien RT 2005, un bien normalement RT 2005, il est à 250 en classe E. C'est-à-dire un bien qui a été construit, un logement récent construit jusqu'en 2012, il est en E, en électrique. Ouais, c'est ça. En fait, finalement, et puis ça a beaucoup d'impact ce mode de chauffage. Donc, tu peux ramer en changeant ta VMC ou autre, comme tu dis, mettre en type D ou B ou quoi. Mais ça n'aura aucun incidence si ton mode de chauffage te pénalise déjà de base, quoi. Voilà, si on est tout électrique, dernier étage dans une chambre de bonne en région parisienne avec une petite surface, ça va être difficile, quoi. En gros, même en isolant, en mettant du triple vitrage, ce qui est pas forcément pertinent partout, mais en gros, c'est la source d'énergie qui va être pénalisante. Puis c'était ce que tu disais en parlant des chambres de bonne avant, l'exemple que tu citais, c'est-à-dire que tout ce qui est charpenté, 3e étage, enfin, en fait, où t'as plus de surface au sol que de surface carrée, déjà tu pars avec un handicap, quoi, en fait. Oui, parce qu'en fait, je vais devoir chauffer un volume qui sera plus important que le même s'il était avec un plafond droit, quoi. Enfin, ça dépend toujours des hauteurs sous plafond, mais voilà, c'est. Et est-ce qu'il y a est-ce que tu entends peut-être des idées qu'ont les investisseurs ou autres pour s'améliorer, qui sont peut-être pas bonnes à ton goût, à ton estime en tout cas, des fausses bonnes idées en fait de la part d'investisseurs pour améliorer un DPE, des mauvaises estimations? Alors, il y en a une qui est assez classique en électricité, c'est de dire je vais remplacer mes radiateurs par des radiateurs à accumulation. Très peu de radiateurs à accumulation sont bien classés en termes de performance énergétique. C'est-à-dire qu'ils vont faire gagner, certes, ils vont faire gagner en euros à celui qui l'utilise si jamais il a bien un forfait creuseur pleine. Par contre, il va dépenser plus de kilowattheures, mais comme ils sont utilisés ces kilowattheures avec des prix de kilowattheure plus faibles, économiquement, c'est intéressant. Pour le DPE, qui résonne avant tout en kilowattheures, ça va être moins intéressant. Parce que celui qui accumule, il va devoir suraccumuler en période où il est censé chauffer. Donc il va chauffer plus fort pour pouvoir ensuite relarguer quand il sera en période où il n'est pas censé consommer. Donc les radiateurs à accumulation sont légèrement, alors faut pas se voler la face, hein, en effet Joule, tout ce qui est radiateur électrique, il y a très peu d'écart. Les écarts, ils vont sur le type de la nature de l'émetteur, ça va être maximum 6%. Donc entre un top performance et puis un vieux grille-pain à rien du tout, qui est même pas classé NF, il y aura maximum 6%. Donc
remplacer un grille-pain vieux par une accumulation, il y a peut-être un intérêt. Et encore, il faudrait que je reprenne les algorithmes pour revoir. Mais par contre, remplacer un grille-pain récent, hier j'en ai vu, des grille-pains qui ont quasiment 15 ans, ils sont NFC déjà. Donc, dans 2 logements où le propriétaire apparemment avait déjà remplacé certains de ses convecteurs par d'autres à accumulation, bah, il a fait un mauvais choix parce que les accumulations étaient pas classées. Il a remplacé des vieux grille-pains mais qui étaient classés NFC. Donc le fameux NFC maintenant qui est remplacé par du NF 3 étoiles, c'est en fait une régularité de la régulation, c'est-à-dire que tu mets 19 degrés, ça va osciller entre 19,1 et 18,9. Alors que quand c'est pas NFC, ça peut faire 19,3 et 18,7. Et donc toute cette surconsommation et cette sous-consommation, ben on la paye déjà derrière en énergie. Donc changer en mettant des radiateurs à accumulation. Ce qu'il faut faire, au contraire, c'est mettre des radiateurs donc NF 3 étoiles et idéalement avec 2 choses, avec le détecteur de présence. Et là, j'ai pas encore trouvé, j'ai pas eu le temps de faire le tour, mais ça fait quasiment 1 mois et demi que dans tous les DPE que je fais, il y a des modèles qui vont être vendus, je pense ou à Castorama ou à une grande surface comme ça qui est dans le coin, qui est, il devrait être pas cher parce que je vois des radiateurs électriques NF 3 étoiles avec détecteur de présence et programmateur individuel. Et là, on est au top en termes de performance, parce que mine de rien, la programmation fait gagner quelques pourcentages, le détecteur encore quelques pourcentages, et bien mine de rien, 4% par là, plus 4, plus 4, on est déjà à 12. Donc 12%, et là, c'est sur l'ensemble de la consommation. Donc ce qui a le plus d'incidence très souvent, c'est quand même le système. Parce que le système, lui, voilà, on travaille sur le mur, le mur, c'est, allez, on va dire grosso modo, 1/3 des pertes de l'enveloppe. Il y aura une partie par le toit, une partie par les fenêtres, une partie par la ventile et par le plafond, le plancher. Mais là, quand on travaille sur le système, on travaille sur l'intégralité des pertes. Donc, c'est plus en général intéressant de travailler sur ces petits détails de détecteur de présence et puis de programmateur et puis de NFC. Ça coûte pas énormément cher. En plus, tout le monde met celui-là, donc c'est qui doit être le moins cher à mon avis qui est proposé. Dans les mauvaises idées, j'en ai vu une récemment, un client qui râlait là tout ce qu'il pouvait parce qu'il avait un bien chauffé au gaz et il en avait marre de subir l'augmentation du gaz et donc il est passé en tout électrique. Et ben voilà, je vous disais tout à l'heure, il était à 200, il passe à 460 quoi. Et il était fou furieux, il passait de E en G, en pensant avoir bien fait. Je dis mais déjà le prix du kilowattheure d'élec est toujours plus cher que le gaz. Voilà, il y a des grandes voilà. Le plus cher c'est le propane, ensuite c'est le gaz, l'élec, ensuite le fuel, ensuite le gaz. Ça a toujours été comme ça. Ensuite le granule et ensuite le bois bûche. L'ordre est toujours respecté, donc passer d'une énergie moins chère à une énergie plus chère, déjà ça n'a pas de sens. Et en plus l'élec, qui est pénalisé par ce coefficient de 2,3, là c'était tout faux quoi. Les gens pensent pas non plus aussi à nous. Alors ça se fait de plus en plus. Je pense qu'avec tous les problèmes qu'il y a, des gens nous posent des questions avant de passer commande. Est-ce que si je fais ça, vous pouvez me conseiller? Bien sûr madame, bien sûr monsieur. Ou bien sur place des fois. Est-ce que je voudrais faire ça, vous en pensez quoi? La chose qui se faisait pas dans le passé. Dans le passé, on venait, allez, faites votre travail, donnez-moi mon papier, et puis voilà. Maintenant, les gens commencent à poser des questions, et c'est une bonne chose parce que voilà, moi j'ai toujours des conseils à donner si les gens en ont besoin, quoi. Et après, en plus, c'est selon leurs critères à eux, quoi. Moi, quand les gens me disent ce qu'il faut que je mette comme chauffage, je dis c'est quoi vos critères? On parle d'euros, on parle de respect de l'environnement, on parle de choses pratiques, parce que le pratique, vous avez 60 ans, 65 ans, je vous dirais le moins cher, c'est le bois bûche. Sauf pendant 20 ans, maintenant vous partez, faudra remplir la chaudière, quoi. Donc quelqu'un qui a 35 ans, voilà, qui a un jeune qui veut limiter son impact et environnemental et qui veut dépenser le moins, je dirais achetez une maison près d'une forêt, puis faire votre bois et puis vous coupez votre bois. Le plus pratique à distance, c'est l'électrique. Quand on gère des appartements à distance, moi c'est le cas, j'ai 2 appartements en montagne, maintenant j'ai mis des thermostats connectés par internet et puis je peux commander à distance ma mise en marche de mon chauffage, mais ça se fait aussi sur le fuel, un des deux est chauffé au fuel. Il y a l'histoire des cumulus. Un cumulus, il faut savoir qu'un cumulus horizontalement est moins bon qu'un verticalement en termes de consommation énergétique. Il perd plus de chaleur quand il est horizontal que quand il est vertical. Donc ça, remplacer un cumulus en disant je vais gagner de la place, je le mets au plafond, oui, mais vous allez dégrader un petit peu votre note. Après, il y a le triple vitrage. Le triple vitrage, si vous êtes exposé plein sud, il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire que vous serez même, alors j'ai pas fait le test encore, mais vous serez sûrement déficitaire
à remplacer un double par un triple au sud. Parce que le sud, l'avantage, c'est qu'il chope des apports solaires gratuits. Et si vous mettez un triple, à chaque fois qu'il y a une épaisseur de vitrage, on va renvoyer dehors les calories. Et du coup, en hiver, on profite moins du soleil. C'est un truc un peu marrant. Une fois, je m'en suis rendu compte en faisant un DPE chez la maman d'un agent immobilier qui me faisait travailler. Et elle était plein sud, dans un HLM pas isolé, simple vitrage. Donc, il était, on va dire, en mauvais classement. Je commence par mes recommandations, double vitrage. Et en fait, la note était légèrement dégradée. Je dis, tiens, il y a une erreur. Et je dis, je vais au bureau. Et au bureau, j'ai refait plusieurs fois, c'était toujours pareil. Et après, j'ai dit, attends, mais je pense avoir compris. J'ai repris mes vieux cours de thermique de l'IUT. Et j'ai vu qu'en fait, l'apport solaire par mètre carré était supérieur à ce qu'on perdait sur on va dire, en thermique pure sur l'année. Donc, en fait, exposé sud, même ce DPE-là montrait qu'on avait même intérêt à rester en simple vitrage parce que, globalement, dans l'année, on consommait moins de kilowattheures. On aurait besoin de plus de puissance en hiver parce que, la paroi allait perdre plus de calories, la paroi vitrée. Mais globalement, sur l'année, on était gagnant, quoi, à laisser en simple. Ouais, ça c'est carrément contre-intuitif à la base, ouais. Donc c'est c'est ça, ouais. Et moi-même qui suis thermicien à la base, voilà, j'ai mis un certain nombre d'heures à m'en rendre compte, quoi, à comprendre d'où venait l'écart. Ouais, non, mais il y a plein de cas différents. C'est pour ça que je pense que ça fait un métier passionnant finalement, loin d'être monotone, surtout en ce moment. Une chose dont on se rend peut-être pas trop compte, mais sur les vitrages, entre un simple vitrage et un double d'aujourd'hui, là, par exemple, si on passe d'un simple à du double de maintenant, on divise par 5 les pertes de vitrage. Par 5. Si on prend un double vitrage existant, comme j'ai eu le cas hier, 14 mm, sans filtre infrarouge, sans argon, avec un d'aujourd'hui, on divise par 2. C'est-à-dire que des fois, on voit un double vitrage qui a l'air épais, on se dit, c'est bon, double vitrage, mais c'est comme pas mal de choses. Vous voyez 2 voitures identiques avec 2 moteurs différents, et puis il y en a un qui va consommer 5 litres et l'autre 7 litres. Et là, sur les vitrages, ouais, même un vitrage, on va dire un vitrage qui est d'avant 2006, sans filtre, sans argon, il y a un bon intérêt à le changer, quoi. On peut gagner 15% sur la note globale du chauffage, rien que par rapport à ça. Ouais, comme quoi, faut vraiment se former et comprendre toutes ces implications, quoi. C'est cool. Écoute, on arrive, Pascal, sur la fin un petit peu de l'épisode. Est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais mentionner? Tu parlais tout à l'heure du guide Cerema. Est-ce que c'est une chose qui est disponible? Est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu pourrais Alors ça, c'est un site alors effectivement, c'est un guide qui est disponible, mais en fait qui est très très technique. Il s'adresse avant tout au monde des diagnostiqueurs pour expliciter un petit peu les algorithmes qui sont surtout des phrases sans trop de schéma. Dans les choses que je peux vous conseiller, il y a un site qui s'appelle GoRénov. Je crois que si on cherche GoRénov sur Google, on doit tomber dessus directement. Et en fait, c'est une plateforme qui vous donne, vous mettez une adresse, en gros l'idée, et ça va vous dire, voilà, à cette adresse-là, il y a eu, ouais, c'est ça, vous marquez GoRénov, ça vous envoie vers particulier.gorenov.fr. Ça vous dit à cette adresse-là, il y a eu des anciens DPE de fait qui étaient à 216. Et il y a eu des nouveaux de fait qui étaient à 286. Et ça vous donne un indice de fiabilité de la note par rapport aux quantités de DPE qui ont été faits. C'est clair que s'ils en ont qu'un qui a été fait, ils vont avoir une fiabilité moindre. S'il y en a eu 10 et puis qu'ils sont en 10 dans on va dire à 10 kWh près de la même étiquette, ils vont dire voilà, la note elle est fiable à 90%, quoi. Sachant que c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, c'est des outils statistiques qui sont issus de toutes les données que maintenant récupère le gouvernement sur la plateforme datagouv.fr. Si vous êtes au étage intermédiaire, vous aurez une note. Si vous êtes en premier étage ou en dernier, vous aurez 30% de plus parce que voilà, c'est une moyenne. Et du coup, il y a des appartements qui sont pénalisés par rapport à leur situation géographique, quoi. Le dernier étage, il a le plafond qui perd la chaleur alors que les autres en perdent pas. Et celui du bas, il perd par son sol alors que les autres en perdent pas. Puis j'imagine que ça a plus de pertinence si c'est un ensemble immobilier, par exemple l'immeuble avec plusieurs appartes. À contrario, d'une maison à l'autre mitoyenne, il peut y avoir des différences du fait que le matériau est pas du tout le même, et donc c'est à prendre avec des pincettes aussi. Ouais. Voilà. Donc en fait, les deux ressources, je dirais que c'est GoRénov. GoRénov pour avoir l'idée de la note passée et future même. Ensuite, il y a l'observatoire du DPE pour vérifier donc la fiabilité d'un DPE et éventuellement récupérer le fichier XML. Parce que ce fichier-là, il va nous servir pour ceux qui auront des maisons, par exemple, qui seront en FONG, quand ils devront faire l'audit. L'audit va se baser sur les relevés faits par l'ancien DPE.
C'est pas une obligation, mais dans les textes, à la base, c'est écrit comme ça. Moi, je sais que quand j'en ferai, soit c'est les miens et puis j'importe mes propres données, soit c'est ceux d'un confrère et je refais tout de A à Z pour être certain je dirais, de ce que je vais annoncer, mais ça se fait sur la base de ce fichier XML. Et puis, un troisième qui s'appelle, alors, IGN remonter le temps. Alors, celui-là, il a une autre utilité, c'est qu'il nous permet de trouver des images d'archives, de bâtiments construits en France. De quelle année date tel bâtiment? Et ça, on le trouve là-dessus. Alors, on y va un peu à tâtons, ça prend quelques dizaines de minutes quand on sait pas faire. Mais voilà, on peut avoir sur telle adresse, on nous dit, voilà, j'ai eu des photos en 73, en 54, en 48, et on regarde est-ce que le bâtiment à l'adresse qu'on a indiqué, est-ce qu'on arrive à le retrouver ou pas, pour arriver à avoir une pertinence sur l'année de construction. Parce que ça a pas mal d'incidences sur le DPE. Des fois, de changer une année. L'autre jour, j'avais commencé à préparer un support de formation pour le réseau que je suis en train de monter de confrères un peu spécialisés en DPE. Sur des chaudières granulés bois, je crois que c'était entre 2000 et 2001, il peut y avoir 30% d'écart. Donc il y a des fois, même des années récentes, selon de quoi on parle, il peut y avoir des grosses incidences. Donc voilà, sur des bâtiments anciens, l'année est aussi, tout comme la surface, une donnée de base qu'il faut pas négliger, quoi. Ouais, et finalement la conversation qu'on vient d'avoir nous fait dire que vraiment tout a une incidence dans ce domaine-là, j'ai l'impression. Ouais, alors malheureusement, il n'y a pas beaucoup alors moi je connaissais un collègue qui était thermicien comme moi, donc était à la base thermicien mais qui est parti en retraite. Mais il n'y a pas énormément de gens qui sont du métier de la thermique à la base qui ont basculé dans le DPE. Mais voilà, moi c'est mon cas, donc je suis assez passionné par ça et c'est pour ça que je suis en train de monter un réseau de confrères où je vais transmettre toutes ces informations dans l'idée d'avoir, on va dire, au moins dans chaque département, 1, 2 ou 3 prestataires qui puissent être envoyés sur des gens pour qui c'est primordial. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce que je lis sur mon groupe là, Facebook, je comprends pas pourquoi. Beaucoup de personnes sont confrontées à des petits soucis de DPE ou des problèmes, appellent le diagnostiqueur et certains refusent de revenir ou d'écouter ou de répondre. Mais encore une fois, c'est une histoire de volonté. Et tout ça, je pense que c'est lié à l'aspect financier. Est-ce que j'ai vendu ma mission qui permet de faire donner les conseils, etc. Est-ce que je suis un petit peu large ou est-ce qu'au contraire je suis ric-rac et non, j'ai pas le temps. Ou bien sinon je reviens, je refacture ou je sais pas quoi. Et en fait, le but de ce réseau, c'est de pouvoir répondre à toutes ces demandes. Il y aura un prix de base qui comprendra le service qu'il faut pour que les gens soient satisfaits. Et dans le but d'avoir un DPE le plus proche possible de la réalité, même si c'est pas le but, mais en tout cas d'être très fiable sur toutes les données de l'entrée le plus possible, en démontant les prises, en cherchant les infos, en donnant des astuces pour trouver un poêle à bois. On peut avoir l'année marquée sur le poêle à bois à 5 endroits différents. Ouais. Non, vivement que tu déploies toutes ces connaissances et qu'on ait chacun un interlocuteur dans tous les coins de la France, qu'on puisse avoir des gens fiables et sérieux. Ça serait plutôt pas mal. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent poursuivre la conversation avec toi? C'est quoi le principal canal pour te rejoindre? Si c'est des investisseurs, c'est sur mon groupe Facebook parce que il y aura déjà plein de questions qu'ils auront peut-être et auxquelles il y aura déjà eu les réponses. Le groupe Facebook s'appelle, alors il y en a 3 ou 4, il y en a 3 sur le DPE, 2 qui sont à moi, un qui est pour les confrères, qui est le plus gros groupe qui existe sur la thématique en France. Celui pour les particuliers ou les investisseurs, c'est tout sur le DPE. S'ils cherchent sur ce groupe Facebook, et puis sinon, moi le nom de mon entreprise s'appelle Aster, A-S-T-E-R, comme la petite fleur des Alpes là, diagnostic immobilier, au pluriel. Voilà, moi je travaille en solo, donc certaines fois, j'ai le temps de répondre ou pas en direct. Sur le groupe, j'y suis tout le temps parce que c'est ça que, je le fais vivre dans le but bientôt pour proposer le service que j'ai évoqué. Donc voilà, je réponds pas forcément à toutes les demandes, on dirait personnelles en direct parce que en plus souvent il faudrait avoir été sur place. Donc après, je peux déjà leur envoyer les gens dans le réseau que je veux monter. J'ai déjà environ 75 départements couverts sur les 100 qu'il y a sur le département français. Donc je peux leur envoyer vers des confrères qui sont déjà, on va dire, présélectionnés. Il y a déjà eu un petit test à la base pour dire voilà, si vous savez faire ça, alors vous m'intéressez, vous pouvez venir avec moi. Donc, a priori, voilà, j'ai déjà, quasiment tous les jours, j'envoie déjà des coordonnées de confrères dans certains départements de France pour aller gérer sur place, voir parce que moi je peux faire alors je vends aussi des petites missions d'analyse de DPE. C'est-à-dire quelqu'un a un DPE problématique ou il peut me l'envoyer. Moi, je peux en vérifier la cohérence. Je lui envoie un rapport écrit en disant là, je pense que ça c'est faux. Ça c'est forcément faux.
Ça, il y a de fortes chances que ce soit faux. Là, on peut gagner 10%, 15%, 5% en kilowattheure et de dire après, au final, est-ce qu'il y a un intérêt à le refaire ou pas? Est-ce que tout cumulé, on peut arriver à gagner une classe quand c'est le but? Que s'il y a 2 erreurs flagrantes, mais qu'on est en fin de classe F et que le client veut être en E, voilà, si on gagne 20 et 20, 40, on change pas de classe, même s'il y a des erreurs, il n'y a pas d'intérêt à le refaire faire. Ou alors, on envoie un des futurs membres du réseau et puis il essaye de faire un vrai DPE avec toutes les vraies bonnes données, quoi. Et c'est des gens que je peux moi éventuellement appuyer ou pas selon ce qui est pris comme mission, quoi. Bon, il y a du boulot alors. Je vois ça. Je pense. C'est cool. Merci beaucoup Pascal pour ton temps. Merci encore à toi. Et puis je te dis à très bientôt sur le groupe, parce que j'y suis également. Donc, il y aura plein de sujets encore à découvrir ensemble. N'hésite pas. À bientôt. Salut. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.